Il est 18h, salut à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Ems et vous écoutez le dernier numéro de Club Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la CAN 2025. C'est le rendez-vous qui revient sur les moments forts de la semaine avec nos analyses techniques et des chroniques autour des acteurs de cette CAN 2025. D'habitude, on se retrouve le samedi pour parler de CAN. Mais hier, c'était la finale et pour l'occasion, le dernier Club Afrique se fait aujourd'hui ce 19 janvier en direct. Comme toujours, je ne suis pas tout seul. Avec moi depuis le début de cette aventure, Bilan, l'expert des experts du football. Salut Bilan, comment tu te sens pour cette grande dernière ? Salut à tous, ça va très bien. On a enfin notre vainqueur dans une finale bien qu'historique, c'est ce qu'on peut dire. Peut-être pas pour les bonnes choses, nous reviendrons sur ça dans quelques minutes, mais tout va bien et ouais, je suis prêt. On va terminer en beauté ce Club Afrique, cette émission qu'on a mis en place grâce à Franck, le directeur de Radio Ems, dans le cadre d'un projet universitaire. Depuis le début de cette aventure, il est avec nous à la régie tous les samedis et même là aujourd'hui. Le programme du jour est entièrement consacré à cette finale historique entre le Sénégal et le Maroc. Dans le Club Analyse, la première partie, on va débriefer en long et en large cette finale remportée 1-0 par le Sénégal après prolongation grâce à un but de Pape Gueye. Un match marqué par des occasions, du suspense, mais aussi des polémiques et des débordements. Après la pause musicale, le Club Magazine, on fera une revue de presse avec des médias qui ont été marqués par ces scènes de chaos en fin de deuxième mi-temps. Découvrez l'histoire justement de Pape Gueye, l'homme qui a offert le trophée au Sénégal avec son but. Le Sénégal est champion, Sadio Mané meilleur joueur, une organisation démentielle. On va vous faire un petit bilan de cette CAN 2025. Après, Bilan va vous donner son équipe type de la compétition. On va conclure ce Club Afrique en se projetant sur la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu dans quelques mois. Est-ce que les nations africaines vont assurer face au gratin mondial durant cet été américain ? Voilà ce qui vous attend au cours de ces 45 minutes et quelques. On est parti avec le 6e et dernier Club Analyse. Alors Bilan, tu te rappelles, samedi, tu avais pronostiqué une victoire 2-1 du Maroc. Ouais. Et moi, j'avais dit une victoire du Sénégal par le plus petit des scores. Et finalement, j'ai raison. Victoire 1-0 après prolongation grâce à un but de Pape Gueye marqué à la 94e minute. Et pour la deuxième fois en 4 ans, le Sénégal est champion d'Afrique. C'était l'un des grandissimes favoris avant le début du tournoi. Et les Lions de la Teranga ont tenu leur rang. Une victoire qui s'inscrit dans la montée en puissance des Sénégalais depuis 10 ans. Mais pour le Maroc, c'est une immense déception. 50 ans après leur dernier sacre, leur seul et unique sacre, les Marocains échouent à la maison. Une catastrophe pour l'équipe de Walid Regragui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une finale dont on va se souvenir pour le niveau de jeu et pour toutes les polémiques qu'il y a eu autour, mais quand même, il y a eu des choses intéressantes sur le plan tactique, technique dans ce match, même si c'est pas ce qui va être mis en avant dans les années à venir. On a eu un match très équilibré entre deux équipes joueuses, surtout le Sénégal, qui a eu plus le contrôle du jeu, surtout en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de séquences de possession, d'attaques lentes, face à une équipe marocaine qui était plutôt en place, pas vraiment bloc bas, mais bloc plutôt médian, qui a essayé de mettre la pression au milieu sénégalais, qui s'en sont sortis globalement avec leur qualité de passe et leur rendement physique. Mais en seconde période, on a vu les Marocains qui ont repris un peu le contrôle, qui ont eu pas mal d'occasions. Peut-être le tournant de cette partie, c'est l'occasion d'Ayoub El Kaabi à la 58e minute de jeu, un gros raté. Et même 2 gros ratés, et on n'aura pas le temps d'en parler d'Ayoub El Kaabi, mais il a très bon dos de la catastrophe qu'on va évoquer un petit peu après sur Brahim Diaz, parce que l'assassin de Rabat, c'est lui de base. Le premier assassin, c'est lui, il en rate 2 où il a vraiment pas le droit de les rater très très franchement. Mais on va dire que l'histoire, encore une fois, ne retiendra pas les 2 ratés d'Ayoub El Kaabi. Il retiendra, on va dire, le petit fiasco, le petit drame qui s'est passé juste après. Je te laisse continuer le dérouler. Justement, avant de parler vraiment du fiasco, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions marocaines qui ont été mal négociées par Ayoub El Kaabi en seconde période notamment. Et même en première mi-temps, il y a eu Naïf Aguerd qui était à 2 doigts de reprendre un centre d'Abdel Zallouzi. Mais le ballon n'est pas rentré au fond des filets. Mais le Maroc a joué le tout pour le tout, surtout en prolongation quand le Sénégal a marqué. Il y a eu quelques petites situations pour les Lions de l'Atlas. Et finalement, le Sénégal a tenu bon. Et le Sénégal aurait même pu tuer le match. Là aussi, avec un gros raté de Chérif Ndiaye. En revoyant les images, on se demande comment il n'a fait pour ne pas marquer. Mais finalement, c'est pas grave, puisque Pape Gueye a fait l'essentiel avec son but magnifique, une frappe pied gauche qui allait se loger sous la barre avant de rentrer dans le but de Yacine Bounou. Et il a marqué le 13e but du Sénégal dans cette CAN. On le disait, c'était l'une des meilleures attaques du tournoi, l'équipe qui prenait le plus d'initiatives et qui est finalement l'image de son entraîneur Pape Thiaw,
qui est un entraîneur offensif qui privilégie vraiment l'attaque. Et c'est ce qui s'est passé dans cette partie. Ouais, totalement. Et moi, j'aimerais juste revenir sur tu parlais du point tactique côté de Pape Thiaw. Moi, ce que je voulais revenir surtout, c'était encore une fois, un des gros problèmes de ce match côté marocain, c'est cette frilosité de Regragui qui l'a retrouvé comme un vieux démon. À la 80e avec des changements. En fait, t'as un contraste en moins de 5 minutes entre les changements très offensifs de Pape Thiaw avec l'entrée d'Ismaïla Sarr et Mbaye. C'est des joueurs percutants offensifs, vraiment avec une vraie volonté d'aller chercher, de faire mal à cette équipe marocaine. Et tu vois les changements de Regragui, beaucoup plus académiques, beaucoup plus standards, beaucoup plus neutre. T'as l'entrée d'Eliami qui est à la place de Massina. Je crois que Massina était un petit peu... Il s'est blessé. Ouais, il était carbo. T'as Targanin qui rentre à la place d'El Khanous. Targanin, c'est plus un milieu académique, passe, plus en retrait, plus 8-6 que 8-10. Formé à l'académie Mohamed VI dont on avait parlé justement. Exactement. Ils étaient 3 joueurs sur 5 de cette académie à avoir joué cette finale. Targaline, En Nesyri qui est rentré et Naïf Aguerd. Justement, tu fais rentrer El Nesyri qui est pas le meilleur joueur de profondeur. C'est plus un pivot un petit peu à la tête remise. On sait qu'il y avait beaucoup de centres dans ce match, mais de très très mauvais centres pour la plupart, pas une bonne qualité, donc pas de bons ballons à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, Nesrin a un petit peu servi à rien. Et moi, je vais tout de suite, si tu me permets, Chekni, d'embrayer sur le moment où le match part complètement dans une sphère. Justement, il y a eu 3 temps dans ce match. Déjà, le premier 92e minute de jeu sur un corner sénégalais. Abdoulaye Seck qui reprend un coup de tête sur le poteau et au deuxième ballon, Ismaïla Sarr qui met le ballon dans le but de la tête, mais l'arbitre refuse le but pour une faute sur Achraf Hakimi. Ce qu'on a reproché à l'arbitre sur cette action, c'est d'avoir sifflé beaucoup trop tôt une faute qui n'est pas si évidente que ça. J'aimerais ton opinion. Est-ce qu'il y a faute déjà? Alors, pour moi, il n'y a pas du tout faute parce qu'en fait, déjà, ce sont 2 joueurs de gabarits complètement différents. Donc, en fait, ils s'imposent physiquement. En fait, c'est les lois de la physique. Voilà, quelqu'un qui est plus grand, plus fort. Hakimi se laisse très facilement tomber. Alors oui, il se touche, mais c'est une tapinette, c'est rien de grandiose. Donc pour moi, non, il y a absolument pas faute. Et pour moi, ce but doit être validé. Et ensuite, on a le second temps, c'est le penalty accordé, si tu veux directement. Déjà, c'est pas ça le deuxième temps. Parce c'est quoi pour toi? Il y a un moment important, 95e minute. Ah oui. Centre de Salah Eddine sur le côté. Ouais. Vers En Nesyri qui était en position de hors-jeu, mais Mamadou Sarr, le défenseur sénégalais, a mis la balle en corner. À ce moment-là, je pensais que l'arbitre avait sifflé une remise en jeu en faveur des Sénégalais, que la logique aurait voulu. Je pensais aussi, moi d'ailleurs sur le moment, je m'étais dit que il était hors jeu. En fait, pour moi, c'était évident. Et du coup, là, on arrive au corner avec le penalty, c'est bien ça? Exactement. Ouais. C'est le 3e temps dans la foulée, le corner frappé. En fait, pour moi, il y a pas penalty parce que en fait ce genre de contact on les a vus des centaines de milliers de fois dans un match de foot qui n'ont jamais été sifflés, que ce soit avant l'arrivée de la VAR, après l'arrivée de la VAR. Mais moi par contre là où j'ai une nuance, c'est que dans la réflexion de l'arbitre, si tu siffles la première, t'es obligé de siffler la deuxième. Tu peux pas. Mais le problème, c'est qu'en fait il a fait le fameux dicton qu'on dit toujours, il a masqué une erreur d'arbitrage par une autre erreur d'arbitrage. Oui. Mais est-ce que là, c'est pas Brahim Diaz qui a bien joué le coup parce qu'on l'a vu amplifier la situation? Mais il joue trop bien le coup. Mais en fait, Brahim Diaz, jusqu'à ce moment-là, il joue parfaitement le coup. L'expérience, on va pas dire du club où il vient, mais non, mais c'est vrai, c'est l'école d'expérience, c'est une marque de fabrique que de grands capitaines ont pu faire, mettre la pression. On a vu des Sergio Ramos faire ça dans leur carrière. Et lui, il joue le coup à fond. Mais le problème, c'est que l'arbitre, pour moi, ne doit pas siffler. Et au début, il ne siffle pas. Hein. C'est après une pression mise par Brahim Diaz d'aller revoir la VAR. Et c'est là où on bascule dans quelque chose, dans l'irrationnel, mais complètement dans l'irrationnel. C'est dur en fait de placer des mots là-dessus. Et avec Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, qui était furieux après le penalty accordé. Et même avant le penalty, parce que t'as l'arbitre qui fait appel au VAR, il est au milieu du centre, pour l'instant, il y a pas trop de pression, il y a quasiment que Brahim Diaz qui lui parle. Au début, il est seul, et après, quand il se fait appeler par la régie de la VAR, il va voir, et c'est là où ça part complètement en sucette, parce que les Sénégalais savent, dans 95% des cas, quand t'es appelé à voir la vidéo,
c'est que la situation va être inversée et donc du coup penalty. Il le sentait, il sentait la chose venir. Et à ce moment-là, l'arbitre, mais il était au milieu, mais il était complètement il entouré. était dans un no man's land. T'as vu une armée d'un côté, une armée de l'autre. Il s'est fait entourer par je sais pas combien de personnes, du personnel, joueurs, staff, arbitres, membres de la CAF. Il y avait tout le monde. T'avais des journalistes qui étaient en haut, qui sont descendus en bas. T'as des journalistes qui sont venus, ils se sont battus. Et des supporters, surtout des T'as eu supporters des sénégalais. envahissements de terrain. Mais alors d'ailleurs, en termes de sécurité, à faire un envahissement de terrain aussi facile, pour moi, c'est encore un problème dans la sécurité. Après, je le conçois, quand t'as 2000 personnes qui descendent d'un coup, t'as beau être 200, 300 agents, c'est des humains, et 200 contre 2000, je suis pas l'expert en maths, mais les 2000 gagnent. Donc forcément, ils envahissent. Et là, c'est le fiasco. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la VAR. Il a 1 centimètre pour aller voir la VAR. Parce qu'en fait, le centimètre derrière lui, c'est 12 personnes qui essayent de l'attraper, limite. Hein. Et il va voir, il prend sa décision, il applique la logique qu'il a appliquée sur la faute d'Achraf Hakimi, sur le contact avec Abdoulaye Seck. Il siffle penalty. Et là, je te laisse dire, ou tu veux que je le dise ce qui se passe, parce que là, c'est complètement... C'est très dur de mettre des mots sur tout ça. Pape Thiaw qui était furieux, qui a rappelé ses joueurs, qui a demandé à ses joueurs de rentrer au vestiaire, de ne pas jouer le reste du match, de ne pas jouer ce penalty. Et on pouvait se dire à ce moment-là que le Sénégal aurait pu avoir de gros problèmes, être déclaré perdant 3-0. Ouais, mais après... j'ai vu beaucoup d'observateurs dire ça et moi j'ai eu la même pensée sur le moment. C'est que quand tu te mets dans le Sénégal avec le contexte, on en parle depuis le début de la compétition, ce spectre de la corruption là. Oui, comme t'en parlais la semaine dernière justement. Ce spectre au-dessus qui voilà, la CAN est achetée, ok. Quand t'as ces mentalités-là qui s'installent carrément dans le paysage de cette CAN médiatique, en conférence, les joueurs, on en avait parlé tu m'as dit c'était Iwobic, pas Calvin Bassey qui avait dit. C'était Accor Adams, si Accor je dis Adams, pas de bêtises. D'ailleurs, les Nigérians qui ont été plutôt taquins sur les réseaux sociaux ce matin. Ouais. Bah, et en fait, quand t'as tout ce spectre médiatique sur la corruption et que comme par hasard, entre guillemets, quelques minutes après, t'as un penalty accordé pour le Maroc qui est en fait, c'est une balle de tournoi. C'est une balle de tournoi. C'est comme au tennis, tu sers, t'as 40-0 ou 40-30, tu sers pour le match, tu sers pour le tournoi. Et là, on arrive au moment où t'as Pape Thiaw qui demande à tous ses joueurs de quitter le terrain. Et pendant ce temps, Sadio Mané. Et Sadio Mané qui reste. Alors, je suis pas sûr en termes de règlement, c'est à vérifier, mais il me semble aussi qu'il reste. Parce que je crois que c'est un peu comme la même règle quand on marque un but. Par exemple, il faut qu'au minimum un joueur sur le terrain pour éviter l'engagement de l'équipe en face. Donc, est-ce qu'il est aussi resté d'un point de vue aussi stratégique pour se dire, bah, si je sors, qu'il n'y a plus personne, je crois que l'arbitre a le droit de faire tirer le penalty qu'un but vide. Alors, ça a vérifié, mais je crois, parce qu'il en a déjà eu des cas comme ça où une équipe a fait un engagement ou a donné un coup de sifflet, je sais plus si c'était d'ailleurs sur la CAN ou dans la dernière Coupe du Monde. Bon, je m'en souviens plus, mais on a eu une action, c'était sur un côté de un corner à gauche où ils ont joué 2-3 minutes sans équipe adverse et fin du match. Et donc du coup là t'as des joueurs qui restent et à un moment t'as Sadio Mané qui dit qu'il était parti voir des grandes légendes du foot africain, El Hadji Diouf et Claude Leroy qui lui ont persuadé de dire à son équipe de revenir. Et du coup les joueurs reviennent. Le penalty est accordé et là on arrive Déjà avant la déclaration de Sadio Mané, elle est quand même forte. Ouais, c'est vrai. Il le dit. Revenez, on va jouer comme des hommes. Ça, c'est une déclaration qui va rentrer dans la légende du football mondial, et ça va rentrer dans la légende de Sadio Mané lui-même. Ça va amplifier son storytelling, justement. Parce que ça, c'est un des moments marquants de l'histoire de la CAN, mais pas de la CAN, cette compétition précisément, mais de l'histoire même du football africain. Et du coup, on arrive au penalty. Et... Déjà, avant le penalty, exactement, tu sais, il y a eu des histoires de serviettes, en quelque sorte. Ah oui, alors ça, je t'avoue, j'ai pas trop suivi. T'as des gens qui viennent, qui volent les serviettes. Il y a une image de Saïd Barry, c'est un videur, je sais pas, on dirait un videur de boîte de nuit, il reste statique, il regardait je sais plus quel joueur. Yevan Diouf, le deuxième gardien sénégalais. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, j'ai vu la scène après match sur Twitter. Bon, ok. Pourtant, c'est étonnant parce que Saïd Barry, depuis le début de la phase d'élimination directe, il était actif au pressing, il est devant Diouf, mais pourtant, il le laisse passer facilement. Ils ont tous perdu les pédales à ce moment-là. Et le moment où
tout le monde définitivement perd les pédales. 90 plus 24, je crois bien. Brahim Diaz s'élance pour son penalty. C'est exactement à la 114e minute dans le temps additionnel. Ouais, c'est 24 minutes. Ouais. C'est ça. Et alors déjà, pour rappeler, t'as des Sénégalais qui peuvent envahir le terrain à tout moment. L'envahissement de terrain tenait à leur bon vouloir, littéralement. Parce qu'en fait, ils étaient devant. Et t'as Brahim Diaz, gaucher. Il est droitier, il est ambidextre. Ouais, mais il est quand même, je le vois beaucoup plus tiré du gauche, qui tente une panenka. N'est pas Zinedine Zidane qui le veut. Tous les espoirs, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Il marque, engagement, coup de sifflet, le Maroc est champion d'Afrique. 50 ans après. Ils sont champions d'Afrique à domicile. Et qu'est-ce qui se passe? Avec tout le poids de la nation, tous les espoirs, les larmes, les cris, le désespoir, l'espoir de la VAR, de tout, l'aboutissement d'un projet institutionnel, d'infrastructure, de tout. Panenka, pied droit, mauvais pied. Mais tu sais, contre le Mali, il avait exactement tiré du pied droit. Peut-être c'est un peu comme Ousmane Dembélé aime bien faire les choses avec le pied gauche, conduire le ballon et frapper, marquer pied droit. Et bah peut-être c'est ça. Panenka. Edouard Mendy reste au milieu. Et d'ailleurs, j'ai une stat à ce sujet. Ouais. Je sais pas si elle est vraie à 100%, c'est dur à vérifier. Edouard Mendy a dû faire face à 32 pénaltys dans sa carrière et il en a arrêté que 2. La première, c'était une panenka de Sergio Agüero avec Manchester City contre Chelsea en Coupe d'Angleterre. Et là, c'est le deuxième arrêt, une autre panenka. Et à ce moment-là, en fait, le commentateur de beIN, moi j'ai regardé ma sur beIN personnellement, se le dit avec Brahim Cham, je crois, où moi, je regarde et en fait, on se dit tous la même chose. Il fait exprès de rater. Oui, c'est la grande question, mais ça. On se le dit sur le moment. En tout cas, peut-être ceux qui pensaient ça étaient des fous, mais moi, je me le dis personnellement. Je me dis, il fait exprès de rater, fair play pour calmer les choses. Tu sais, je suis exactement d'accord. C'est ce que je pensais à un moment donné qu'il faisait exprès. Mais on pense ça tellement le péno est grotesque. Il est grotesque. En fait, on s'est mis à penser ça parce que, en fait, pour nous, c'est trop mal tiré. T'envoies une mine, t'envoies une sacoche, et tu me le mets sur la barre à la Trezeguet. Mais tu me mets une sacoche. Tu me tentes pas une panenka. Et en fait, moi personnellement, j'ai même, parce que moi, j'ai fait que d'y penser à ce penalty. Je me suis dit, pour moi, son pied, en fait, à la dernière seconde, il était tétanisé. En fait, je peux pas croire qu'il a fait ça de son bon vouloir. Pour moi, en fait, il avait trop de pensées. Peut-être que, et beaucoup de gens l'ont dit, et moi j'en fais partie, le moment entre le penalty a été sifflé et le moment où les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain, je pense que ce temps d'attente, ça l'a tué. Je pense que ça l'a tué. Parce que on le dit souvent, l'attente, plus un tireur attend un penalty, alors je sais pas si c'est statistique, si c'est mental, mais il cogite, et souvent on a des pénaux ratés. Moi, le premier que j'ai en tête, c'est Falcao contre Manchester City, avec l'AS Monaco, c'est un des pénaux qui m'a le plus retenu. Et t'attends, et il fait ça, mais après, je me dis, si tu te sens pas, donne-le à ton capi, Achraf Hakimi. C'est lui qui tire d'habitude. Tu sais, ça, c'est un débat intéressant aussi. Justement, à chaque fois, on aime bien dire pourquoi tel leader n'est pas parti, pourquoi tel leader n'est pas parti. Après, Brahim, s'il y va, c'est le tireur peut-être attitré depuis le début de la CAN, il les a tous mis. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on le force à y aller? Tu vois, on sait pas. Et pour moi, en fait, vraiment, je peux pas croire qu'il fait ça de son bon vouloir. Peut-être qu'en fait, au dernier pas, il est tétanisé, il arrive plus à rien faire avec son pied, et ça fait une panenka miteuse, mi-panenka. Mais le problème, c'est que quand j'ai revu sa démarche, tu sais, de la caméra plan latéral, il fait la course d'une panenka. Et ça se trouve, en fait, il a vraiment voulu faire ça, mais en fait, on peut pas y croire. Le problème, c'est que c'est Edouard Mendy qui après en beIN, il dit, il le tire pour le mettre. Il n'y a pas de gentleman agreement, d'accord ou quoi. Et ouais, du coup, et là après, mais t'as une scène où Regragui, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'a dit Regragui à Brahim. Et là aussi, c'est une erreur pour moi de Regragui. Il le sort pas pour la prolongation, il est mort. Il a laissé que pour 5 minutes après le but, il est sorti. Il est mort, mais il est carbo dans la tête. Tu le vois, il pleure. Ça se trouve, il joue en pleurant. Et en plus, il en a eu un moment, je sais pas s'il l'a 1-0, il l'a à 0-0. C'est à 1-0, juste avant sa sortie, justement, c'est la frappe qui va tout droit sur les doigts. Allez, on voit le moins ce pétard pied gauche.
Il l'a fait dans cette compète. Il force à revenir sur son pied droit pour un tir écrasé, un tir sans volonté. Il a peur. Il a peur. Il est plus dans son match à ce moment-là. Il a peur. Et je pense que, est-ce que, par exemple, s'il y avait penalty, allez, les Sénégalais ils protestent, comme d'hab quand il y a un penalty en fin de match, mais on va dire 1 minute 30 d'attente maximum entre le moment où le penalty a été accordé et le moment où il le tire. Est-ce qu'il envoie une sacoche pleine de lucarne? On va les peser. On le saura jamais. Est-ce que c'est ce temps d'attente qui l'a fait cogiter, ou est-ce que dans sa tête il s'est dit j'envoie une Panenka? Ou est-ce qu'il a pas voulu justement provoquer le Sénégal, un peu chambrer les Sénégalais avec leur attitude? Mais tu m'envoies une sacoche. T'as une compète en jeu. Tu m'envoies une lourde. Si le gardien, je préfère qu'il m'envoie une sacoche sur la barre qu'une Panenka. Parce qu'au moins, tu te dis, il essaye, il veut trop bien la placer, il veut trop bien assurer le coup. Ok. Ou alors tu m'envoies une lourde au milieu. Bon après, on a Edouard Mendy, ce fou reste au milieu. Mais d'où tu restes au milieu? En fait, il était légèrement parti sur sa droite de façon à plonger, mais pas complètement, il s'est pas vraiment livré. Surtout que c'est pas le gardien le plus doué sur les pénaltys. Ouais. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Et là, pour moi, t'as un autre fautif. C'est Walid Regragui qui moi, j'ai l'image du capitaine qui abandonne le bateau qui est en train de couler. Parce que il perd complètement ses trucs. Le changement Igaman, c'est une catastrophe. Il rentre, il se fait les croisés. Il s'est fait les croisés. D'ailleurs, il devrait être disponible pendant 6 mois, donc sa participation à la Coupe du Monde c'est mort, la Coupe du Monde. Et même moi, c'est le reste de sa carrière que j'ai envie de savoir, parce que il revenait d'une blessure, il revient rechute. Moi, j'ai envie de voir comment il revient physiquement plus tard. Mais il te sort Brahim tardivement. Pour moi, Brahim, il faut le sortir à la fin, en fait. Tu sais, à la pause avant la première prolongation. Et à la limite, je trouve que le Maroc est encore dans son match. Ils sont encore dans leur match. Sauf que, récupération de Sadio Mané, si je dis pas de bêtises, récupération haute sur une passe catastrophique d'El Ainaoui, si je ne dis pas de bêtises. Il a essayé de contrôler, mais il a perdu le ballon. Et El Ainaoui qui est encore sur le terrain, alors qu'il s'est pris un pare-choc de je ne sais plus quel joueur. C'est un duel avec El Hadj Malick Diouf sur le coup de pied arrêté. Très très bon d'ailleurs ce joueur, hein. Vraiment très très bon. Parce que on en parlera, mais il y a un joueur qu'on n'a toujours pas parlé, c'est Hakimi, parce qu'Hakimi n'a rien fait du match. Que ce soit offensivement ou on va dire que défensivement il a été passable, correct. D'ailleurs c'est ça là, ce que les Sénégalais ont bien fait tactiquement, c'est sur ce côté ils ont mis beaucoup de pression pour couper la relation Hakimi et Brahim Diaz. De toute la première mi-temps on les a pas vus. Et aussi t'avais du coup t'as le moment du but sur une frappe, mais alors moi la course de Pape Gueye. Et j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, mais c'est pas la course de quelqu'un qui a mis avec le ballon. C'est approximatif, il envoie un tir penché, en train de tomber avec, je trouve, un Hakimi qui est très très laxiste. Tu dois y aller. Il doit y aller. Pour le coup, il doit y aller. Je le vois, il est derrière. Alors, est-ce qu'il a peur de provoquer la faute? Est-ce qu'il a peur du penalty? Est-ce qu'il était juste carbo et qu'il pouvait pas faire le dernier effort? Ouais, alors est-ce qu'il aurait dû se laisser tomber comme sur le but refusé? Voilà. Et d'ailleurs, l'arbitre, pour moi, sans match, on n'en a pas parlé, mais on va en toucher juste 2 mots après moi de l'arbitre, parce que j'ai un truc à rajouter. Il y a le but, qui est, mais d'une frappe, mais ça ne sort de nulle part. Il tire en tombant. Et en plus, t'avais la pluie qui venait. En plus, c'est la pluie qui se met à tomber quand Brahim Diaz rate le péno. Tu sais, pour rajouter le côté dramatique du moment. T'as la pluie qui s'abat. T'as les joueurs, t'as le stade qui s'éteint et t'as cette frappe qui sort de nulle part. Poteau rentrant. Je me demande s'il est pas dévié un peu le tir du dos. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais peut-être que s'il y a un effet bizarre, c'est ce qu'il fallait pour battre un bonus stratosphérique, parce qu'on en a pas parlé, mais stratosphérique. Il n'a encaissé que 2 buts dans cette Coupe d'Afrique. Et à ce moment-là du match, c'est fini. Le Maroc n'existe plus. Ils sont morts physiquement, mais c'est surtout dans la tête, parce que ça suit plus dans les jambes, parce que dans la tête, il n'y a plus rien. Pourtant, ils y ont cru quand même avec 2-3 occasions de but sur un coup de tête, notamment sur la barre transversale en prolongation, pour égaliser. C'est vrai, ils en ont eu une, mais tu sentais que le Sénégal, et en plus, ils auraient pu se mettre à l'abri avec un Chérif Ndiaye. Alors oui, Bono la touche, je suis d'accord. Mais t'es footballeur professionnel, il y a personne devant toi. Il met le plat du pied, hein. Oui, mais ce qu'on n'a pas vu au ralenti aussi, c'est que Bounou, avant la frappe de Ndiaye, touche le ballon. Je pense que ça le perturbe aussi. Mais tu dois la mettre. Il y a personne, en fait. Il y a personne. Tu dois quand même la mettre. Mais
Voilà, il n'y a pas de sanction derrière, parce que le Sénégal gagne. Le Sénégal gagne dans une dramaturgie. Et t'as un Brahim Diaz après qui va aller récupérer son trophée de meilleur buteur avec une bronca. Je sais pas si c'est une bronca des derniers supporters marocains qui étaient encore sur là ou des Sénégalais. Je sais pas, parce que voilà, c'est impossible de savoir. Mais avec une bronca et une humiliation. Une humiliation. Il y a un moment, t'as le moment, tu sais, où il récupère le trophée, tu sais, il fait une photo derrière avec les sponsors, et t'as un switch direct avec les Sénégalais qui dansent. Le contraste est incroyable. C'est terrible. Et vraiment, et si un jour, dans 10-15 ans, ce projet du Maroc pour la prochaine CAN et pour les prochaines aboutit à 0 CAN, mais cette action-là de Brahim Diaz, dans tous les cas, elle va rester gravée. Maintenant, c'est soit il se relève. Ça va être le Roberto Baggio des Marocains. Ça va être le Roberto Baggio des Marocains. Peut-être, bon, forcément, avec un moins gros impact historique, parce que Coupe du Monde, parce que finale, ok. 94, finale 94, pour ceux qui n'ont pas la référence. Italie-Brésil. Mais pour les Marocains, ça va être le Roberto Baggio. Et allez, à la limite, peut-être que si le Maroc gagne la prochaine CAN, ok. On va dire qu'il se venge, qu'il chasse les vieux démons du passé. Ok. Mais, à l'heure actuelle, c'est catastrophique. C'est cauchemardesque. Et maintenant, on a une question, c'est, il va se passer quoi? Institutionnellement? Est-ce que Regragui va rester? Comment t'arrives vers cette Coupe du Monde? Parce que là, on disait que la pente était ascendante. Si Brahim Diaz mettait ce péno, t'étais sur une pente encore plus ascendante, et tu venais avec une Coupe du Monde, à la Coupe du Monde, booster sans pression, et tu te disais, allez, à un 8e, un quart, peut-être, récidiver l'exploit de 2022. Mais là, moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, moi, est-ce que des joueurs vont partir? Est-ce que c'est une fin de cycle? Est-ce que Brahim Diaz va être encore sélectionné? On sait pas. Est-ce que Regragui va rester au home poste? Trop de questions. Et franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais bravo au Sénégal, en tout cas, parce que eux, au moins, ils ont saisi leur chance. Ils ont su qu'après le penalty, c'était leur moment. Je pense qu'on a tous senti que quand Brahim Diaz rate, on se dit, le Sénégal va aller la chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal va la chercher. Le Sénégal champion, le Maroc plutôt, second. Le Mali quart de finaliste éliminé par le Sénégal. Mais le Nigeria d'Eric Chell, le Malien, 3e, qui a battu l'Égypte la veille. Et c'est le coup de sifflet de la mi-temps de Club Afrique. On se retrouve dans quelques minutes. On vous laisse avec une petite musique sénégalaise. Radio M. Fasena nyana langa tabalek fanga baga yeg jamba marawach dagala gine warul tit mom duragal jamba marawach modi buru albe la fek dalay dar lolu la ngapa la faida mohamed la faida kala doye full fighter, Mohammed full fighter, Keno Dulaye. Full fighter, Mohammed full fighter, Keno Dulaye. Don't let the way come hard, don't you want to come back again? Let the way come hard, don't you want to come back again? Man, he said you did good. Lenyo di Senegal, Lenyo de la Teranga. Jai Kaide Jalore wanna kiblem Nali chanu Yoshe mendi Umar Gaise Amana chino nyula nyukho No fadiga Ila jitu Wena tekti jukale pulu tide Nama seni maro Nangel khamne Lalo len manul Zulu yene reka festem Lalo len manul Full fighter, oh I'm full fighter.
full of fighter, boy, they're full of fighter. Full of fighter, boy, they're full of fighter. Can I know, like, Can't they keep my way? L'attaque sénégalaise, Dango qui va complètement changer de côté. Avec Isiardia, ça approche de vitesse. Vous êtes toujours sur Radio Ems, le Club Afrique continue après ce moment de détente avec cette musique d'Ela Diouf. Rien à voir avec l'ancien footballeur. À suivre, la revue de presse avec des médias scandalisés par les scènes survenues en fin de deuxième mi-temps. Le parcours de Pape Gueye, le buteur sénégalais en finale. Un petit bilan de cette CAN 2025, une édition qui va marquer les esprits pendant très longtemps. Bilan va nous dévoiler son 11 de la compétition. Et que peuvent espérer les nations africaines lors de la Coupe du Monde 2026 dans quelques mois? On y répond à la fin de cette deuxième partie, le Club Magazine. Donc Bilal, on commence avec cette partie en restant sur ce sacre du Sénégal vécu à travers la presse. Les scènes surréalistes avant le pénalty de Brahim Diaz ont retenu toute l'attention des médias internationaux. Ici en France, la une de l'équipe titre « Vainqueur par KO ». Le Parisien lui parle d'un sacre chaotique du Sénégal pour une fin de CAN lunaire. Le Figaro pointe du doigt l'arbitre congolais Jean-Jacques Dalla en disant qu'il s'est complètement, je cite, liquéfié en accordant un penalty bien trop généreux au long de l'Atlas. Et d'ailleurs, si je peux juste balancer, juste vraiment une seconde, sans sourire pendant tous les problèmes, les débordements, je l'ai trouvé irresponsable sur ce moment-là, l'arbitre. Je trouve qu'il a... Ça pourrait être nerveux aussi comme sourire. Ouais, mais même, pour moi, si t'as un rire nerveux, tu vois, tu t'essayes de bouger, t'essayes de faire un truc, il regardait la situation, il rigolait. Bon, pour lui, tout allait bien, visiblement. D'ailleurs, il s'est arrêté d'arbitrer pendant les 30 dernières minutes. Il avait plus de sifflet. C'est ce que dit le Figaro, qui était contre l'arbitre et ses décisions, qui a été déçu de sa performance. Pendant qu'en Angleterre, la BBC, sur son site internet, titre « Honteux et terrible. Le chaos qu'a terni le triomphe du Sénégal ». Et tu connais le quotidien Marca, le célèbre journal sportif espagnol? Toujours, qui aime bien aller la polémique. On les connaît, les Espagnols. Ils ont mis comme titre dans leur encart « Scandale ». Au Sénégal aussi, on est sidéré par les scènes et le titre d'information Sénégaux met en titre « Le Sénégal, sacré champion d'Afrique dans un chaos indescriptible ». Pour le quotidien Le Soleil, on titre « Héroïque » et on parle d'une victoire obtenue, je cite, au terme d'un scénario fou. Les médias marocains, eux, ils sont plutôt abattus par la défaite. L'hebdomadaire tel quel met en une, dans un scénario cauchemar, le Maroc perd le titre. Et pour le média web, le 360, on a comme titre « Pas de deuxième étoile pour le Maroc ». Et tu as le quotidien Le Matin qui cible les supporters sénégalais et qui estime qu'ils ont gâché la fête en parlant dans leur article de scènes écœurantes dans les rangs des supporters sénégalais. Moi, j'ai une petite question pour toi, Chekne. Beaucoup parlent du chaos. Est-ce que pour toi, ce chaos a été créé par l'arbitre qui provoque le penalty ou la réaction des Sénégalais? Moi, c'est une petite question que... C'est la décision de ne pas accorder le but à Ismaïla Sarr qui a déclenché tout ça. Et ensuite, le fait de solliciter la VAR
d'être appelé par la VAR, d'aller voir ce penalty. Mais après, on peut se dire que c'est aussi lui qui a créé ça en sifflant beaucoup trop rapidement la faute, vu qu'on sait qu'avec la VAR, maintenant, les arbitres les jouent même pour des hors-jeux qui sont évidents de 10 mètres. Mais pour toi, par exemple, si on a penalty qui est sifflé, les Sénégalais un petit peu qui mettent un peu de pression sur l'arbitre, mais tu sais, sans tout ce qui s'est passé, sans les envahissements de terrain, sans Papcho qui demande à ses joueurs de partir, si voilà, tu sais, un peu de nervosité, mais penalty tiré but. Est-ce qu'on a ces une, tu penses? Est-ce qu'on parle de chaos? Est-ce que, parce que pour moi, Papcho, ce qu'il fait, alors, on se l'est tous dit au moins, tu sais, une fois devant notre télé, tu sais, de partir, tu sais, qu'est-ce qui se fait, on est scandalisé, on a vu des signes, tu sais, de Edouard Mendy qui fait, qui, je sais pas comment le représenter, mais qui dit qu'en gros, on s'est fait avoir, tu vois, pour rester poli. Donc, parce qu'on n'en a pas parlé, tu sais, moi, je voulais ton avis sur le fait de partir. Pour toi, c'est quand même un message fort qui a été envoyé, à la CAF et au monde mais du le problème, football. c'est que tu peux pas le faire tout le temps. C'est ça le problème. Peut-être ça va mettre une pression sur les pays organisateurs des autres compétitions dans le futur. Mais moi, je vais aller plus loin. Est-ce qu'il a créé une faille? C'est possible qu'il ait créé une faille, et surtout ça vient conclure toute cette période de soupçons d'arbitrage à laquelle tu faisais référence lors de la dernière émission, où tu disais que tout ça c'était des bêtises, et ça vient aussi rajouter une couche aux polémiques qu'il y a eu, parce qu'on le rappelle, la fédération sénégalaise s'était plaint des conditions de sécurité, de logement, d'entraînement, et il y aura des sanctions par contre, hein. Oui. Ah, ça c'est évident. Alors, après, apparemment, pas de retrait de titre, parce que j'ai vu des gens en parler, tu sais, un petit peu. Non, il y aura pas de retrait de titre, mais il y aura des vraies sanctions. Je pense à minima des huis clos. Et apparemment, Pape Thiaw aussi, il pourrait manquer des matchs de Coupe du Monde sur le banc, selon des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, le quotidien Le Matin incrimine surtout les supporters sénégalais qui ont pas eu une attitude correcte, ceux qui ont envahi le bord de la pelouse, qui ont blessé quelques stadiers. Ils ont écrit dans leur article que ce trophée est entaché par le comportement de ses supporters en fin de match. Mais pourtant, les Sénégalais ont continué à jouer. Le match s'est déroulé normalement. Et le grand héros de cette finale, c'est Pape Gueye. Et tu savais que c'était le meilleur buteur du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique avec 3 buts. Alors qu'il est milieu de terrain. Il met un doublé contre le Soudan, non? Oui, doublé contre le Soudan en 8e de finale. Buteur en finale pour le milieu de terrain de 26 ans. Qui est le héros de tout un peuple. Et pour la petite histoire, il est né ici, à Montreuil, le 24 janvier 1999. Donc, il va fêter ses 27 ans dans quelques jours. Mais il a passé la plupart de son enfance au Blanc-Menil, à la cité Voie Verte. Il a débuté le foot local à l'âge de 6 ans. Tu sais, à cet âge-là, il avait une qualité technique et une intelligence de jeu supérieure aux autres de son âge, à tel point qu'il était surclassé. Il jouait avec des joueurs qui étaient plus âgés de lui d'1 an, de 2 ans. Et son rêve de footballeur professionnel a été concrétisé à l'âge de 13 ans, en 2012, quand il rejoint le centre de formation du Havre. Tu sais, c'est un centre de formation qui a sorti beaucoup de grands joueurs. Riyad Mahrez, par exemple, Paul Pogba ou encore Lassana Diarra. Et Pape Gueye a toujours été décrit comme un garçon qui est humble et qui travaille dur. Et pour être récompensé, en 2017, il a débuté en professionnel à 18 ans, quand le Havre était encore en Ligue 2. Et il a pris une nouvelle dimension en 2020, parce qu'il rejoint l'Olympique de Marseille et découvre à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et 1 an et demi plus tard, il fait un choix fort, puisqu'il avait le choix entre la France et le Sénégal, et il choisit de représenter l'équipe nationale du Sénégal. Et son choix, il est payant, parce qu'il est convoqué pour participer à la CAN 2022. Il n'avait pas le même rôle qu'actuellement. C'était un remplaçant, il effectuait des entrants en cours de match. Il a fait partie des 28 premiers joueurs sénégalais à avoir été champion d'Afrique au Cameroun, face à l'Égypte de Mohamed Salah. Mohamed Salah, il doit vraiment détester Sadio Mané, je pense. Ah ouais, c'est vrai qu'on en parlait, tu sais, la semaine dernière de cette bataille un peu à distance qu'ils ont pu avoir, que ce soit à Liverpool ou en sélection, ils se sont beaucoup affrontés. Oui, on va en parler dans quelques minutes, justement. Là encore, t'étais ça là devant ta télé. Mais pour rester sur Pape Gueye... C'est compliqué quand même. Oui, pour rester sur Pape Gueye, après la Coupe du Monde 2022, c'est devenu vraiment un taulier des Lions de la Teranga. Et lors de la dernière CAN, il était titulaire indiscutable, avant de laisser une empreinte pour l'éternité avec cette CAN 2025 et ce but en finale. Et aujourd'hui, il joue à Villarreal en Liga espagnole. Il exprime pleinement ses qualités de milieu de terrain moderne. Il est très bon dans la conservation du ballon. Il a un très bon jeu long et c'est un très bon tireur de loin. Il a montré avec son but hier. Et il est aussi actif défensivement. Il est très bon en tacle. Il a vraiment un bagage physique très important. L'équipe de France est prévenue à la Coupe du Monde. Pape Gueye sera surveillé de très près lors de France-Sénégal. Il a fait un tournoi énorme. Quel regard tu portes sur sa CAN,
au-delà de ce but et de sa finale d'hier? Bah, moi, déjà, Pape Gueye, c'est un joueur que j'avais perdu de vue après ses saisons à l'OM. Je crois que c'était sous Tudor et Sampaoli, si je dis pas de bêtises. Après, il part à Séville et à ce moment-là, moi, j'ai plus aucun signe de Pape Gueye. Oui, en fait, il était parti en prêt Ouais. au FC Séville. Après, il est revenu. Il était plus vraiment trop dans les plans de l'OM et surtout, il voulait pas prolonger son contrat. Ouais, et je l'avais plus du tout de vue en vue. Et d'ailleurs, je crois qu'il se refait une petite cerise encore en Liga. Oui, à Villarreal, Ouais. c'est sa deuxième saison. Il est très performant là-bas. Et bah, on parlait, tu sais, d'une attaque un petit peu discrète du Sénégal. Tu sais, avant, on n'avait pas un grand Ismaïla Assar, on avait une Iliman Ndiaye qui, sur 2-3 éclairs techniques, tu sais, tu voyais qu'il était différent, mais sur la comptabilité statistique, on n'était pas trop là. T'avais Nicolas Jackson qui fait un gros premier match avec un doublé contre le Botswana, mais ensuite, statistiquement, il y avait plus rien. Et j'ai l'impression que la force du Sénégal aura été surtout ce milieu de terrain. Parce qu'on parle de Pape Gueye, mais t'as aussi, en fait, t'as les deux Gueye. Et Idrissa Gana Ouais, Gueye, t'as Idrissa énorme Gueye tournoi. qui te fait encore une CAN et une finale où, je sais pas, il a quel âge, 34, 35 ans. 35 ans et quel Il joueur a le encore. coffre, il a l'expérience. Alors ok, c'est peut-être pas toujours le plus fin techniquement, mais c'est quelqu'un qui t'envoie un coffre et avec un cœur. Ouais, c'est exceptionnel. Et ouais, Pape Gueye, qui au final, c'est le meilleur buteur Du Sénégal c'est dans le cette meilleur CAN. buteur du Sénégal. Et ouais, il te met un doublé, il te met 3 buts en phase finale. C'est quand même pas anodin, hein, 3 buts en phase finale, il faut les mettre. Il te met le but vainqueur et ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un gros abattage. C'est pas, je veux pas commencer à m'inventer une vie, c'est pas le milieu, c'est pas mon football pur, mais c'est genre de joueur que t'as besoin dans une équipe, c'est un soldat, il y va, même quand il est pas titulaire, il rentre, il y va, il envoie du bois, il envoie du coffre. C'est pas, pour moi, il excelle pas, tu vois, dans un domaine, mais il est assez complet, il est bon, et c'est devenu un cadre de cette sélection, avec Gueye, justement, dont on parlait, et surtout Sadio, dont on parlera un tout petit peu après. Il fait partie aussi de ce socle défensif, quand même, du Sénégal, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler de tout le monde, mais moi, je trouve que Moussa Niakhaté, Très solide. très 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 solide. Moi, quand je l'avais vu, je pense comme beaucoup, tu sais, là, c'est cette signature pour 30 millions de Nottingham à Lyon. On se disait, mais pourquoi? Alors que Lyon avait des problèmes financiers, mais au final, gros défenseur. Très très bon. Et ouais, Gueye, voilà, ancien Marseillais. Je pense que ça peut en faire plaisir à certains. Et homme de la finale. Je sais pas s'il a été l'homme du match. Je Ouais, pense que oui. c'est lui qui a été Ouais, l'homme il a du été match, l'homme du forcément. match, mérité pour le but et gros abattage et Cador. Et je pense que ce qui l'attend maintenant, c'est la Coupe du Monde. La nouvelle star du football sénégalais, peut-être après Sadio Mané, quand il va arrêter avec le Sénégal, ce sera peut-être Pape Gueye. Moi, j'en pense à une autre. Ah oui, qui? Ibrahim Mbaye. 17 ans, il a fait une entrée en jeu. C'est que lui aussi, on n'a virevoltante. pas le temps d'en parler aussi, hein. Mais on parlait de la bataille tactique. Autant, moi, sur le début du match, j'avais pas grand chose à dire. Par contre, sur les changements, Papcho a mangé Walid Regragui. Les Voilà. changements étaient déterminants. Mbaye qui aurait pu marquer à 2 reprises le Il but. aurait pu surtout décaler le ballon à 2 reprises. Parce que t'en as une où Mané, il est tout seul, hein. Sadio Mané qui a été élu meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique. Deuxième sac du Sénégal et deuxième fois qu'il est élu meilleur joueur. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était l'Égyptien Ahmed Hassan en 2006 et en 2010. Légende du continent. Une grande légende, c'est vrai qu'il n'est pas très connu dans le football mondial parce que comme beaucoup de joueurs égyptiens, il a joué. C'est des locaux. Oui, c'est ça, il a joué dans le football local. Pour rester sur Sadio Mané, à quel rang tu le mets dans le football africain des sélections? Alors, déjà, pour revenir sur son trophée de meilleur joueur de la compétition, moi, je trouve que c'est pas spécialement, tu sais, je pense, il surfe un peu, tu sais, sur ce qui s'est passé sur la finale, plus qu'autre chose. Mais moi, je le mets top 3. Très solide top 3. Devant Eto'o, peut-être pas. Mais pour moi, il passe les Mahrez, les Drogba, peut-être certains le mettaient déjà devant. En tout cas, il solidifie sa place de numéro 2. Pour chercher Eto'o, peut-être un peu trop juste, on va pas se mentir. Peut-être parce que le niveau intrinsèque du joueur de Eto'o était meilleur. Mais ouais, très très solide et patron. C'était son dernier match de CAN. Tu peux pas mieux finir. Il a l'histoire avec lui. C'est le héros. Quelle fin incroyable pour Sadio Mané, meilleur joueur. Il aura les déclarations. Il a les déclarations. Il a les actions. Bravo champion.
Difficile de faire mieux pour Sadio Mané. Et pour rester sur cette Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais ton regard sur l'ensemble de la compétition rapidement au niveau de l'organisation. Est-ce que cette organisation marocaine, tu l'as trouvée parfaite? Est-ce que ça va mettre de la pression aux autres pays qui vont organiser la CAN? Parfaite, je sais pas, parce que tu sais qu'il y a eu des petits problèmes apparemment à la veille de la finale ou même un petit peu avant. Mais par rapport aux compétitions... Oui, mais sur l'ensemble du tournoi, ouais, je parle. Moi, j'ai bien aimé comme l'organisation. Moi, le point que je souligne, et c'est quelque chose, moi, vraiment, dans le quotidien, c'est quelque chose, c'est un de mes combats de la CAN, c'est la qualité des pelouses. Et au final, du début jusqu'à la fin, t'as eu de vraies pelouses de vraie bonne qualité. D'ailleurs, c'est Platini qui disait que la plus grande évolution du football, c'était les pelouses. Et ben en fait, avec une bonne pelouse, tu peux jouer au football. C'est quelque chose, c'est con à dire, mais tu peux vraiment évoluer un bon football. Moi, j'ai trouvé. Ouais, pourtant le niveau, il n'était pas si terrible que ça, oui, le niveau global. Malheureusement, la faute à qui, j'ai envie de te dire? Est-ce que c'est les petits entre guillemets qui étaient trop petits, ou est-ce que c'était les grands qui étaient trop grands entre guillemets? En fait, c'est justement pour moi, tu vois, on parlait, tu sais, on avait dit c'est la CAN des non-surprises. La poule des résultats logiques, peut-être à part le Gabon qui faisait un peu tâche, mais tu mettais pas le Gabon dans tes top 10 des favoris déjà. Mais les huitièmes, logique, quart, logique. Et ouais, moi je suis, pour moi, tu vois, la bonne qualité des pelouses a fait en sorte que la logique soit respectée, que les joueurs européens dominants des nations dominantes expriment leur talent. Alors, c'était pas les plus grands matchs, c'est vrai, mais au final, les meilleurs joueurs de la compétition sont presque les meilleurs joueurs du continent. Et c'est là où je vais en venir sur... Oui, sur ta composition type. Est-ce que tu vas nous proposer un top 5, ligne par ligne, gardien, défenseur, milieu, attaquant, ou tu vas tenter le 11 carrément? Je vais tenter un 11. Je pense que j'ai quasiment le même 11 que tout le monde. Déjà, moi, j'ai les 3 nominés. Du meilleur buteur, j'ai Brahim Diaz. Oui. Alors, ok. Déjà, on fait ligne par ligne, gardien, but, tu mets qui? Bounou au cage. Oui, et défense, c'est défense à 3, défense à 4. Défense à 4. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait un 4-3-3 à plat, classique. Tu peux mettre un 10 aussi, c'est comme tu veux. Moi, j'ai mis Calvin Bassé pour sa compétition. Je l'ai mis en centrale. Quel match il a fait contre le Maroc au passage? On n'en a pas beaucoup parlé. Je sais pas s'il est plus latéral de base ou central. Moi, c'est un défenseur central qui peut jouer à gauche. Ouais, moi, je l'ai mis central. J'ai mis Moussa Niakhaté parce qu'on en a parlé, c'est monstrueux. À gauche, j'ai mis Mazraoui. À droite, j'avais pas trop d'idées. Je sais pas si t'as un mec à me proposer. Crépin Diatta. Crépin Diatta, un tournoi énorme. C'est vrai que Sadio Mané était le meilleur joueur, mais je trouve que l'apport de Crépin Diatta était très important. D'ailleurs, il a manqué hier au Sénégal dans ce match. Il était malade. Au milieu de terrain, moi, encore une fois, tu verras qu'il y a beaucoup de joueurs du dernier carré, ou même presque sénégalo-marocain. J'ai Pape Gueye, j'ai les deux Gueye. Ghana et Pape. Ouais. Et le dernier milieu, j'ai hésité. J'hésitais entre Iwobi, qui pouvait se mettre. J'ai hésité avec El Ainaoui. J'ai peut-être essayé de mettre un Maza, mais j'ai pas pu parce que l'Algérie sort trop tôt. Du coup, j'ai mis El Ainaoui parce il me fallait un Marocain et pour moi, c'était le meilleur. J'ai Saïbari, je me suis dit non. Et l'attaque, j'ai mis, l'attaque, c'est pas des mecs à leur poste, totalement. J'ai mis Mané ailier gauche. J'ai mis Lookman en 9 et j'ai mis Brahim Diaz attaquant droit. C'est juste histoire de placer les joueurs. Oui, je sais que c'est pas leur bon poste et tout, mais voilà, j'ai mis les 3 distinctions, tu sais, du meilleur joueur, du meilleur buteur et du meilleur gardien. Et en coach, j'ai Eric Schell, juste pour toucher un mot, c'est pour moi celui qui a produit le meilleur football, tout simplement. Merci à toi pour ton 11 et pour ton choix de coach. Je trouve que c'est plutôt juste sur ce qu'on a vu sur l'ensemble du tournoi. Il nous reste 2 minutes à peu près. On va faire un petit état des lieux à quelques mois de la Coupe du Monde. Je rappelle la Coupe du Monde qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique. Pour la première fois, on aura 9 nations africaines, peut-être 10, si la RDC gagne son barrage intercontinental en mars. Et parmi ces 9 équipes, je vais te les citer rapidement. Tu as le Sénégal, le champion, le Maroc, le finaliste. Pas de Nigeria dans cette Coupe du Monde, mais il y aura l'Égypte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Et il y a 2 équipes qui n'étaient pas là à la Coupe du Monde, le Ghana et le Cap-Vert. Est-ce que pour toi, il y a une de ces équipes qui peut espérer aller loin, faire aussi bien que le Maroc, on le rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde? En fait, le problème, c'est que moi, je pensais au Sénégal. Le problème, c'est que le Sénégal, malheureusement, a hérité d'une poule très, très compliquée. Oui, le premier match, on le rappelle, c'est France-Sénégal. France et Norvège. Alors, avec la dernière équipe qui a décidé des barrages, moi, je vois pas beaucoup d'espoir, malheureusement. Après, maintenant, il y a le meilleur troisième.
Donc, si tu t'en sors bien avec le meilleur troisième, moi, comme ça, de tête, je te dirais le Maroc. Et à la limite, la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a des équipes faibles, le Curaçao. Attention, on rappelle, il y a l'Allemagne et l'Équateur aussi. L'Équateur qui peut faire une bonne Coupe du Monde. C'est vrai, et je pense même que l'Équateur, c'est peut-être même au-dessus, ou alors à minima, à peu près à égalité du 50-50. Mais je pars du principe que si ça a mis une petite mine au Curaçao, qui est vraiment pas l'équipe qui vend du rêve, ils peuvent passer par le système des meilleurs troisièmes. T'as le Maroc aussi, qui a hérité d'une poule pas très très compliquée, avec l'Écosse qui est à peu près dans leurs eaux. Tu sais, ces équipes que, tu sais, on parlait à la fois des moitiés de tableau, tu sais, sur l'échiquier européen. Et t'as Haïti. En fait, ils ont de la chance, tu sais, tout le temps d'avoir une équipe très faible. Par contre, dans le top 2, je vois aucune équipe africaine faire un top 2. Donc, pas de finale pour une équipe Je te dirais africaine. presque l'Afrique du Sud, parce que c'est pas la meilleure équipe. Par contre, ils ont hérité d'une poule assez faible. Mexique, Corée du Sud, c'est peut-être eux qui ont le plus de chance, sachant que c'est pas la meilleure équipe. Ouais, surtout que le Mexique a du mal depuis quelques années. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que en meilleur troisième, maintenant, tu sais, avec le système de meilleur troisième, tu peux passer. Ils peuvent tous passer pour moi. Par contre, en top 2, on qualifiait en 1 et 2, quoi. C'est peut-être juste. Et à la limite, parce que je viens de voir là une poule, c'est l'Égypte qui a le plus de chance. Parce que Iran, Nouvelle-Zélande, est à la Belgique, qui est pas la grande Belgique et des Hazard, De Bruyne, cette génération dorée. C'est peut-être eux qui ont le plus de chances de faire top 2. Mais attention, l'Iran est habitué aux Coupes du Monde depuis 2014. Mais si l'Égypte décide de jouer au football, peut-être, ils peuvent, eux ont vraiment l'opportunité de faire un top 2. C'est pas la meilleure équipe, mais c'est pas toujours les meilleures équipes qui finissent en top 2. C'est aussi le système des poules. Et maintenant, tu sais, avec ces barrages intercontinentaux, ces équipes en plus, il y a des vrais déséquilibres. Est-ce que la RDC va gagner son barrage intercontinental et rejoindre tout ce beau monde pour toi? Ouais, c'est contre la Jamaïque, si je dis pas de bêtises, ça? C'est le vainqueur de Jamaïque, Nouvelle-Calédonie de mémoire. Normalement, ça doit pas faire un pli. Normalement, pour les joueurs de Sébastien Desabre, le plus dur a été fait dans ce barrage contre le Nigeria. Normalement, ça devrait rejoindre l'aventure américaine. Je sais pas du tout, ils finissent dans quelle poule. Je sais pas si t'as l'information. Ça devrait être la poule du Portugal. Est-ce que t'as la poule complète? La poule du Portugal. Attends, je vais la voir. Je vais la voir. Colombie, Ouzbékistan. Encore une fois, tu sais, encore dans cette dynamique, je pense que t'es inférieur à la Colombie et au Portugal, peut-être d'un ou deux crans, voire pour le Portugal, mais t'as quasiment une finale contre l'Ouzbékistan où tu peux jouer la meilleure place du meilleur troisième. Ce sera la première participation de l'histoire de l'Ouzbékistan d'ailleurs en Coupe du Monde. Donc pour moi, l'objectif de toutes les nations africaines, à minima, c'est la place de meilleur troisième et en plus, et le reste c'est du bonus. Hormis pour moi l'Égypte, où eux ils peuvent vraiment profiter d'une poule très faible sur le papier. Et attention au Maroc aussi, parce qu'il y a un Maroc-Brésil déterminant. Ouais, mais le Maroc, mais quel Maroc? C'est ça la question. Parce que, par exemple, là, maintenant, avec ce qui s'est passé, tu me dis que le Maroc, il sort en poule. Fiasco. Mais j'y crois beaucoup plus qu'il y a 48 heures. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le Maroc a fini 4e et qui va essayer de se racheter durant cette Coupe du Monde où on pourrait donc avoir 10 équipes africaines. Ce serait historique et ce serait une belle récompense pour tous ceux qui réclament la présence de plus de pays africains depuis des années. Et pour finir, un petit pronostic, quelle équipe africaine pour toi va aller le plus loin? En 8e, en quart ou en demi? Alors, je dois dire quelle équipe va aller le plus loin ou le stade de la compétition où ça va aller le plus loin? L'équipe et le stade. Franchement, c'est un bon 8e, je pense. 8e, quart max, mais l'équipe, je serais incapable de te dire. Parce que, tu sais, c'est les croisements. Et, c'est un bordel, les croisements avec les meilleurs 3e maintenant. On sait même pas comment ça va marcher, d'ailleurs, totalement, les croisements de la Coupe du Monde. Donc, je te dirais 8e, mais je serais incapable de te prédire l'équipe. Moi, j'ai envie de te dire, le Maroc peut aller jusqu'en quart de finale. Tu vois le Maroc se relever? Surtout que c'est pas la même configuration Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Mais tu les vois se relever, mentalement? Je pense qu'ils peuvent se relever, en tout cas. Le Maroc qui fait 8e, c'est fort, hein. Je les vois, en tout cas, en quart de finale. Ok, quart de finale, ah oui. Ah oui. Oui, je prends le pari, prends ce risque. Je pense qu'ils vont se relancer, on sait jamais. Et même le Sénégal, je les verrai bien, un petit 8e et quart de finale. Et tout ça, on aura la réponse au mois de juillet. Et en tout cas, là, vous venez d'écouter le tout dernier numéro de Club Afrique, spécial bilan de cette CAN 2025. Malheureusement, chaque bonne chose a une fin. C'était une belle aventure et vraiment un grand merci à toi, Bilal, pour toutes tes analyses de qualité, ta bonne humeur et ta passion pendant ces 6 émissions. Et qu'est-ce que tu vas retenir de ce Club Afrique? Je vais retenir que on a pu quand même, nous, personnellement,
avoir un aspect du football un petit peu différent. Tu sais, sortir du simple mec qui mange une pizza devant le match, tu sais, qui crie pour les matchs. On s'est mis vraiment dans un aspect où on doit travailler, analyser les matchs, regarder un petit peu les dessous du foot, les affaires, se renseigner aussi sur d'autres nations. Jamais de la vie, s'il n'y a pas ce projet, je me renseigne un petit peu sur l'équipe du Soudan ou du Botswana, avec bien évidemment tout le respect que j'ai pour ces nations. Et ouais, c'est ce que je retiens, et ça nous a permis de voir la CAN un petit peu sous un autre angle, tout simplement. Merci à toi, Bilal, et j'aimerais également remercier Mehdi, qui était l'un de nos premiers invités sur les 2-3 premières émissions, mais malheureusement, il n'a pas pu être là avec nous. Et il doit pas être dans le meilleur état aussi. Je pense qu'il doit être terriblement déçu du dénouement final de cette CAN, lui qui voyait la victoire ou rien pour le Maroc. Un grand merci à toi, Mehdi, si tu nous écoutes, pour ta participation. Je voulais aussi adresser un énorme merci à Franck qui est à la régie, ainsi que toute l'équipe de Radio Ems, puisqu'ils nous ont accordé leur confiance, ils nous ont permis de mettre en place ce projet tutoré dès le départ. Sans vous, Club Afrique n'aurait tout simplement pas existé. Surtout, un grand merci à vous, chers auditeurs, parce que vous nous avez suivis chaque semaine et vous avez pris le temps de nous écouter et de réagir. Et surtout, merci pour vos messages de soutien, que ce soit sur la page des commentaires de la chaîne, de la radio, et même en message privé également. Ça nous a fait très plaisir, et surtout, ça donne de la motivation et de l'envie de toujours faire mieux. Un grand merci à toutes les équipes techniques, à Franck comme toujours. Et si vous voulez revivre ce dernier numéro ou réécouter les précédents, tout est disponible en podcast sur le site radioems.fr via l'application mobile. N'hésitez pas à continuer à nous faire vos retours sur les comptes Instagram et Facebook Radio Ems Est Parisien. Ça compte énormément pour nous. On espère qu'on aura 20 sur 20 pour le projet. C'est possible, parce qu'on a fait quelque chose de qualité, je trouve. Je trouve qu'on a été très bon. Ouais, dites-nous en commentaire également. Et sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Continuez à vibrer autour du football africain. Et on se dit au revoir, peut-être à une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir. Salut à tous.